See the money won't stay for your meal, getting all the peace and pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house, I don't mind. Me and Misty is so the making money. Alright. Greenback Boogie. Bonjour à tous et bienvenue dans Legal Club Sandwich saison 10, 5 and 5, qui l'eût cru? C'est votre rendez-vous pour passer un beau moment et découvrir du contenu juridique de qualité dans une ambiance détendue. Et je suis Pierre Landy, je suis ravi de vous retrouver pour cette saison 10 et je suis toujours accompagné de mes drôles de dames, Audrey Deléris et Lindia de Sauvage. Comment allez-vous mesdames? Audrey, comment vas-tu? Eh ben, je vais très bien. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver, ma super team, pour lancer cette nouvelle saison. Donc, bonjour à tous. C'est très, très, très contente. Alors, est-ce que tu peux nous dire le thème de ta chronique aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'Antoine, de son recrutement, quand mettre en avant ses difficultés devient un atout. Et j'ai hâte de vous raconter tout ça. Formidable. Et Lindia, comment vas-tu toi? Très bien, ravie de vous retrouver également, ravie d'accueillir Mané aujourd'hui pour cette nouvelle saison. Et moi aujourd'hui, j'ai préparé une chronique sur la voix, votre alliée secrète, en 3 points essentiels. Ok, tout un programme. On a hâte de vous entendre. Mais avant toute chose, aujourd'hui, on est là pour accueillir Mané Damjanovic qui va nous parler. Alors, on a adoré ce titre, Données personnelles. Quand on téléphone, on sait plus sur toi que ta mère. Ça nous a fait beaucoup rire dans notre brainstorming du titre. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Mané. Mané, d'abord, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Oui, je vais très bien. Je suis vraiment ravi d'être ici et d'échanger avec vous. Bon, Donc, c'est écoute, vraiment, nous, c'est vraiment tout. On est ravis de t'accueillir pour ouvrir cette saison 10 de Legal Club Sandwich. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Mané Damjanovic. Donc, je suis directeur juridique de MyTraffic. Et depuis plus de 17 ans, j'ai évolué dans le domaine de droit des affaires avec une spécialisation pour les contrats SaaS et transactions internationales. Donc, j'ai toujours évolué dans le milieu de la tech. Et avant MyTraffic, j'ai eu l'opportunité de structurer et diriger les équipes juridiques dans des différentes entreprises tech. Et j'ai accompagné également des levées de fonds, des acquisitions et des projets stratégiques. Et aujourd'hui, en fait, ce qui me vraiment passionne dans mon métier, c'est d'accompagner la croissance des entreprises et d'assurer une gouvernance solide avec une bonne gestion des risques. Donc, c'est aujourd'hui mon objectif. Donc, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger sur un sujet qui est vraiment important pour moi et j'imagine pour vous. Et aussi un sujet très intéressant Un sujet comme on les aime, très exactement. intéressant, un peu controversial, comme diraient Exactement. les Américains. Donc on est absolument ravis. Et alors, tu sais que dans Legal Club Sandwich, on aime bien demander à nos invités s'ils ont un message à faire passer à nos auditeurs. Donc, voilà, quel serait ce message général? Quelle serait la chose que tu voudrais que nos auditeurs OK. retiennent de ton intervention aujourd'hui, Mané? D'abord, je voulais dire, donc on va parler des applications et de collecte des données. Tout d'abord, en fait, je suis absolument pas, je présente pas du tout le lobby des applications. Donc, je voudrais que les auditeurs repartent avec une vision plus équilibrée et éclairée sur la collecte des données. Donc, aujourd'hui, les applications mobiles, vous les utilisez, j'imagine, tout le monde l'utilise. Donc, leur modèle repose sur une grande partie d'exploitation des données. Et j'aimerais, en fait, plutôt que de tomber en fait, dans un discours plutôt alarmiste, je pense que pour moi, il est important de comprendre, d'envoyer le message que la collecte des données, s'il est responsable, en fait, ça posera pas de problème. L'utilisation des applications et des données permet d'améliorer en fait, les services, d'optimiser l'expérience utilisateur, etc. Et également, en fait, de dire que les utilisateurs ne sont pas impuissants. Donc, un utilisateur d'application, il a le pouvoir de gérer en fait les permissions, de refuser certaines collectes, d'être plus attentif aux conditions d'utilisation des services et pour tous les services qu'il utilise. Donc, également, je voudrais passer le message que les entreprises doivent également être responsables. Donc, il est essentiel qu'elles adoptent une approche transparente et éthique en garantissant la conformité aux réglementations, en sécurisant les informations collectées. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment important pour moi de faire passer en fait, le message que comme je vous ai dit, donc je ne suis absolument pas un défenseur des apps. J'aimerais en fait justement
nuancer en fait un débat sur l'utilisation et sur la collecte des données. Donc, c'est un message que je veux vraiment passer aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a toutes ces applications gratuites et souvent j'entends dans les dîners les gens dire mais comment est-ce qu'ils font leur business? Comment est-ce que ça marche? Et on va essayer de comprendre un peu plus ça quand on va te parler. Et les données en font évidemment partie. On se doute bien qu'il y a un business model derrière. Donc ça va être intéressant de pouvoir en parler. Exactement, tout à fait. Alors justement, Manet, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux nous présenter MyTraffic? Alors OK. rapidement, quelques mots. OK, Est-ce que bah, tu peux aussi nous expliquer voilà, son rôle dans l'exploitation des données de exactement. l'identité? Donc, bien sûr, MyTraffic est une entreprise qui a été créée par deux fondateurs il y a en 2016. C'est une entreprise qui est spécialisée d'analyse des flux des mobilités à partir de données qui sont collectées de manière légale et responsable. Donc, ce que MyTraffic va faire, donc juste pour un peu pour vous familiariser un peu plus avec l'activité de MyTraffic, donc nous, on va acheter les données brutes, donc les données personnelles, données brutes de géolocalisation, etc. Donc, tout ce qui est données brutes, on va les écraser et on va les transformer en fait en fond, on va anonymiser et transformer complètement en statistiques et on va vendre à différentes entreprises, donc aux acteurs de commerce, de l'immobilier, des collectivités territoriales, qui vont permettre en fait justement à ces clients de mieux comprendre la fréquentation des zones urbaines et commerciales. Alors Mané, Par attends exemple, juste une question. Donc en fait, vous faites que du B2B en fait. on fait que de B2B, tout à fait. D'accord. Et donc les entreprises qui vont utiliser votre solution, qu'est-ce que ça va leur permettre de déterminer? Par exemple, en fait, on va avoir un client comme Auchan ou Carrefour, par exemple, et ça va leur permettre d'ouvrir, par exemple, d'ouvrir un nouveau magasin pour maximiser un potentiel de clientèle. Donc, ils vont regarder, et en fait, c'est un service SaaS où, en fait, nos clients vont regarder un peu la fréquentation, les zones urbaines. Ils vont essayer, en fait, de comprendre la fréquentation en fonction, en fait, de leurs conclusions qu'on va leur donner à travers nos solutions. Ils vont pouvoir prendre différentes décisions stratégiques sur où on va être placé, comment on a organisé, en fait, la vente au sein de l'enseigne, etc., au sein d'un magasin. Donc voilà, c'est ça ce qu'on va permettre à nos clients. Alors, ça va être à la fois, pardon, parce que ça me donne plein d'idées, ça va être à la fois pour comment on positionne le magasin, par exemple, où est-ce qu'on va mettre la station à essence Exactement. versus le magasin, mais est-ce que ça va aussi être les flux de personnes dans le magasin? Bah, oui, également, également. Donc en fait, c'est dans le magasin parce qu'en fait, les magasins, ils ont leur propre capteur et en fait, ils essayent de préciser, on essaie en fait de leur donner les fréquentations plus précises au sein d'un magasin. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est effectivement ça. L'India, je crois que c'est toi qui as une question. Enfin, je dis ça, Pardon. je dis ça, je dis rien. Mais non, L'India, elle était partie, mais tellement loin avec ce que tu as dit, Mané, que... mais pas du tout. Je pensais qu'Audrey allait intervenir. Pardon. Excuse-moi. Alors, justement, le débat autour de la collecte des données personnelles, Mané, c'est souvent passionné. On le voit. On y prend beaucoup de plaisir et d'intérêt à t'entendre. Pourquoi c'est un sujet aussi sensible? En fait, la collecte, je pense que déjà, en fait, la collecte des données personnelles, et c'est un sujet sensible parce qu'elle touche directement à la vie privée des individus, vous pouvez imaginer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui craignent un usage abusif et une exploitation malveillante. Alors, Donc, excuse-moi, Mané, juste 2 secondes pour montrer à Pierre que je suis. Tu nous disais que c'était anonymisé, quand oui, même. complètement. En fait, c'est D'accord. ce que nous faisons. Donc, en fait, on va écraser en fait les données brutes, on va les anonymiser complètement et on va les transformer, on va les agréger et transformer en fait sur une forme statistique et on va vendre en fait à nos clients. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anonymisation ou agrégation des données. Ok. OK? Et donc, l'objectif en fait justement que j'ai aujourd'hui, c'est justement de dire qu'il faut absolument nuancer un peu le débat. Mm. Parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs ont un contrôle bien plus important qu'auparavant sur leurs données. Donc, ils doivent donner leur consentement explicite à la collecte. Donc, aujourd'hui, par exemple, je suis sûr dans mon téléphone, vous avez iOS et Android où vous pouvez limiter l'accès à vos propres données. Donc, en fait, il suffit en fait d'aller sur l'application et de dire, OK, ben, je veux pas être suivi. Et aujourd'hui, par exemple, c'est ce qui n'a pas existé à l'époque. Aujourd'hui, iOS, Android vous donnent la possibilité, en fait, justement, de enlever, en fait, la géolocalisation et finalement, de ne pas être suivi, forcément. Donc aujourd'hui, si vous êtes le seul responsable à cette utilisation parce que c'est vous qui allez décider si vous allez être suivi ou pas à travers, en fait, l'application et avec les options, en fait, que chaque application vous donne. Également, en fait, les politiques de confidentialité sont beaucoup plus transparentes aujourd'hui qu'à l'époque.
sont beaucoup plus détaillés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le problème n'est pas juste la collecte elle-même, mais plutôt une nécessité d'un cadre clair et d'une bonne compréhension des enjeux par tous les utilisateurs. Alors, quand Donc, tu dis qu'on peut intervenir en tant qu'utilisateur sur la collecte des données, enfin gérer les permissions, en fait, c'est sur iOS ou Android, on doit le faire une fois pour toutes les applications, ou est-ce qu'il faut le faire application par application? je pense qu'il faut faire, il y a une possibilité iOS, Android, tu peux le faire une fois, en fait. D'accord. Bon, il faut OK? absolument que Après, je me renseigne là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant de savoir comment on peut le faire parce que je ne saurais pas le faire, tu vois. Donc, c'est intéressant. je pense que tu vois que chaque fois que tu télécharges une application, il y a une demande. Tu vois, ils vont te demander forcément est-ce que tu vas être suivi ou pas. Ou et donc, du coup, Ah, c'est le en fait, truc de votre. Vous êtes. Quand essaie de l'application faire un est essai. active, quand l'application. Exactement. Ok, Essaie de d'accord. faire un essai avec une application, télécharge une application que tu n'as pas sur ton téléphone iOS. J'imagine que tu as ton iPhone. Et en fait, et tu vas voir comment ça se passe. Donc, tu vas télécharger et au moment en fait, d'utiliser l'application, l'application elle va te demander en fait, est-ce que tu vas être géolocalisé, etc. Donc, Ouais, essaye un ouais, je petit vois ce peu, que tu mais veux tu dire. devrais voir. Et OK? puis, c'est aussi là souvent où d'ailleurs on reçoit des rappels. Est-ce que vous voulez continuer à accepter que telle application vous suive in the background, machin, etc. C'est ce genre d'alerte. C'est à ça que tu fais référence. C'est pas Ok. la même chose que Exactement. les coupes, c'est ça? Oh, non, c'est pas la même chose. C'est les données de localisation en fait. C'est quand tu utilises des trucs. Uniquement. Enfin, je crois qu'on va y Uniquement. revenir, mais comme tu sais, quand tu partages ta localisation avec WhatsApp par exemple, eh ben, on te demande si c'est juste pour une heure ou si tu veux la localisation en direct toujours ou de temps en temps. Enfin, ce genre de choses. Hein, c'est ça, Mané, dont on parle. Oui, tout Ok, à fait. super. Et du coup, quels sont les principaux usages des données qui sont collectées par les applications? Ben ça, c'est une excellente question parce qu'en fait, moi, je suis très déçu en fait de voir nombreux articles qui sont parus dans la presse qui parlaient en fait justement négativement de l'utilisation des données ou négativement d'applications. Et je pense que contrairement aux idées qui sont reçues et en fait, contrairement en fait justement à ce qu'ils disent cet article, je pense que il est important aussi de faire comprendre que ces applications servent aussi à améliorer l'expérience utilisateur et à optimiser les services qui sont forcément proposés. Donc, j'imagine que vous avez tous Google Maps ou Waze quand vous conduisez votre voiture. Bah, forcément, les applications de navigation utilisent ces données de localisation pour proposer différents itinéraires optimisés, informer en temps réel sur l'état de trafic. Vous avez aussi, j'imagine, quand vous faites le sport, surtout toi, Pierre, que tu fais le Strava, par exemple, je ne sais pas si tu l'utilises, tu agrèges le parcours des différents utilisateurs pour générer des cartes de chaleur des différents sportifs ou identifier les meilleurs itinéraires. Donc, application météo, vous le connaissez tous. Donc, vous utilisez la géolocalisation pour afficher les prévisions locales en fonction d'emplacement exact de l'utilisateur. Donc, vous voyez, en fait, donc c'est pas juste. En fait, les applications ne sont pas, donc les données ne sont pas juste collectées pour être revendues à des annonceurs. Donc, en fait, il y a d'autres moyens. Donc, ils vont améliorer forcément les services qui sont nécessaires pour vous parce qu'en fait, vous le téléchargez une application forcément pour pouvoir utiliser un service, pour faciliter votre vie au quotidien. Et bah, en fait, chaque fois, ces données sont justement collectées pour aussi améliorer en fait le service et améliorer l'utilisation future. Être plus précis, en fait, être plus performant. Donc ça, il ne faut pas non plus oublier. Donc, ce n'est pas juste la vente aux annonceurs, c'est également améliorer les services. Donc, c'est pour ça, en fait, je suis relativement déçu de voir pas mal d'articles de presse qui parlent assez négativement. Alors qu'en fait, finalement, ils disent pas, ils nuancent pas le débat et ils disent pas, en fait, grand-chose sur les avantages. Alors, c'est vrai que là, tu nous as dit plein de choses très positives sur la collecte des données, mais parfois, il y a quand même des abus, on le sait tous pour le coup. Donc, quand il y a voilà, des collectes de données, l'exploitation des données, qui est responsable dans ce cas-là? En fait, euh, il y a trois niveaux d'acteurs dans la gestion des données. Vous avez les éditeurs d'applications. Et les éditeurs d'applications doivent respecter les régulations qui sont en vigueur, comme vous savez, RGPD en Europe. Et ces éditeurs, ils doivent également s'assurer que leurs conditions d'utilisation sont très claires et transparentes. Donc déjà, en fait, c'est le premier dans la chaîne de responsabilité. Ensuite, vous avez vous, en tant qu'utilisateur. Donc nous, on utilise en fait les applications, on a un rôle à jouer en paramétrant correctement en fait nos permissions et en lisant des conditions d'utilisation. Donc, quand on lise les conditions d'utilisation, on va voir comment nos données en fait vont être exploitées et tout est en fait finalement dans un cadre contractuel très clair.
Donc, les utilisateurs, ils ont vraiment un rôle très important à jouer en regardant les conditions contractuelles, en regardant les conditions d'utilisation, ce qu'on fait pratiquement jamais. Donc, on regarde juste à utiliser nos propres services. Mais pourquoi pas, en fait? Parfois, il faut le regarder. Vous pouvez très bien faire un résumé maintenant sur ChatGPT et poser des bonnes questions sur, OK, comment mes données vont être utilisées et vous mettez vos conditions d'utilisation. Et en fait, ça va vous répondre si c'est vraiment favorable ou pas. Donc aujourd'hui, vous avez des outils techniques vous permettant de Et puis, il y comprendre a aussi le fameux legal design qui est utilisé de plus en plus pour rendre les trucs plus exactement, clairs. Ça, c'est vachement exactement. bien aussi, ou cette façon d'écrire des trucs compréhensibles, en fait, pour le tout à chacun. Tout à fait. Tout à fait. Donc les utilisateurs, en fait, donc, je pense qu'ils ont vraiment un rôle à jouer. Et donc ça, c'est vraiment important pour vous aussi de comprendre que quoi, vous êtes, c'est vous qui prenez le destin à votre propre main quelque part. Et je ne sais pas si, en fait, vous m'envoyez un article très intéressant sur l'outil Locatix qui est utilisé, en fait, pour surveiller des femmes qui se rendent dans les cliniques d'avortement. Je pense que c'était aux États-Unis. euh, un usage clairement illégal et abusif. Je pense que c'était aux États-Unis, non, je ne me souviens plus. Mais en fait, il faut pas en conclure que toutes les applications exploitent la géolocalisation de cette manière et qu'ils sont tous coupables. Donc, tout dépend en fait d'utilisation raisonnable, finalement. Donc, en fait, chaque application, en fait, elle a ses propres objectifs. Et évidemment, là, en fait, il est absolument clair que c'est complètement abusif et c'est pas non plus. Mais donnant cet exemple, justement, dans les articles de presse, évidemment, en fait, il donne une image complètement négative de tous les apps, alors qu'en fait, on utilise app tous les jours et il nous facilite complètement la vie. Et il y a cette notion de gratuité aussi que j'aimerais bien mettre en avant parce que cette notion de gratuité aussi, elle est importante parce que si vous utilisez une application metteur complètement gratuitement quelque part et en fait, vous le payez quelque part avec vos propres données. Même si parfois, je peux pas parfois, mais je pense que ça aussi, c'est un aspect qui est en Europe assez contesté. Bah, de toute façon, collecter les données, c'est finalement ce qui permet d'avoir, d'un point de vue économique, des applications gratuites. C'est un peu ce qu'on a commencé Et- à dire tout à l'heure. Sinon, ça serait, enfin, je veux dire, il y a des salariés à payer, il y a des choses à faire. Donc, c'est Tout à un fait. En des fait, il y a des piliers des modèles serveurs. économiques. Il n'y a pas que la pub, mais il y a aussi la vente des données. Complètement. Il y a serveur derrière, il y a des gens qui travaillent sur ces apps, il y a il y a des supports, et tout ça, vous utilisez gratuitement. Donc, quelque part, en fait, bah, vous payez avec vos données, quelque part. Et justement, Mané, ce qui serait intéressant peut-être, c'est que tu nous expliques quelles sont les actions nécessaires en fait pour garantir un usage responsable de ces données. En fait, donc, OK, bah, donc, déjà, je pense qu'il y a plusieurs actions sont nécessaires. Je pense qu'il faudrait vraiment renforcer les contrats entre entreprises. Par exemple, nous, je vous donne notre exemple à nous, MyTraffic. Donc, nous, on achète les données brutes des apps ou des agrégateurs. Et en fait, on a des contrats qui sont très forts, négociés avec nos équipes data et avec moi-même, avec des clauses extrêmement strictes, où on va demander les applications, en fait, justement, de se conformer à l'RGPD et pas que. Donc, on va leur demander, en fait, justement, les audits annuels. Donc, c'est-à-dire, on va faire les audits annuels pour voir, en fait, comment ils traitent les données. Et nous, on s'engage, comme je vous ai dit, d'acheter uniquement les données de manière raisonnable et légale. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ne passent pas l'audit, s'ils vont pas mettre une mesure technique justement pour rendre en fait ce collecte de données légal et responsable, on ne signera pas le contrat avec l'app. Donc, ça, c'est vraiment premier important. Donc, première chose importante, c'est ça. Donc, avoir des contrats qui sont clairs et qui sont très fermes. Donc, avec les applications, avec très peu de négociations côté app, parce qu'on n'a pas trop de flexibilité quant à la réglementation, la réglementation RGPD, le respect des RGPD. Donc, il faut absolument qu'on écarte tous les risques sur cette partie-là. Je m'en trouve parfois avec des apps qui viennent des États-Unis. Vous imaginez en fait les négos avec eux, avec leurs points pragmatiques sur les RGPD, leur incompréhension. Donc, en fait, pour moi, c'est juste zéro tolérance. Donc avoir des contrats qui sont forts, c'est vraiment nécessaire. Ensuite, mettre en place des audits réguliers. Toutes les entreprises doivent vérifier que leurs partenaires respectent ces engagements. Par exemple, nous, on va faire des audits, comme je vous ai expliqué, on a des audits annuels. Et bien sûr, ce qui est important aussi, d'informer et éduquer les utilisateurs. Vous avez beaucoup d'utilisateurs qui acceptent des permissions sans vraiment le lire. Et ces applications doivent rendre leur politique plus accessible et pédagogique. Donc,
comme je vous ai dit, comme vous savez probablement, RGPD impose déjà des sanctions qui sont assez lourdes. Je sais pas, en fait, récemment, j'ai regardé, il y a des sanctions financières qui peuvent vraiment qui jouer une pression financière très importante pour une entreprise, surtout si vous travaillez dans une start-up. Donc, il est vraiment important en fait de se conformer dès le départ et d'avoir en fait un strong team au sein de l'équipe pour pouvoir en fait justement lever tous les risques. Mais en fait, Manet, ça, faut être réaliste. Si la collecte des données était purement et simplement interdite, qu'on n'avait pas le droit de collecter, ben, du coup, il y aurait plus que deux alternatives. Enfin, j'ai envie de te dire, soit tu payes tes applications, soit tu forces les gens à accepter ou payer. Enfin, tu vois, comment ça, enfin, tu vois, c'est pas possible, c'est pas réaliste. Qu'est-ce qui n'est pas réaliste, Pierre? Je veux dire, si la collecte des données était totalement interdite, on n'aurait que du coup que deux modèles d'applications. Soit elle serait entièrement payante parce qu'il faut bien financer d'une manière ou d'une autre, soit on dirait aux gens, bah, soit vous consentez à la collecte des données, soit vous payez. Mais alors ça, c'est juste pas possible parce que c'est même pas un consentement éclairé, tu vois, de faire ça. Oui, bah, c'est pour ça, en fait, ce dernier modèle est assez contesté, ce qu'on appelle un modèle consent pay, car il pose problème justement de ce consentement libre. Oui, en fait, je suis d'accord. Donc, il y a beaucoup de problématiques sur cette question, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. On peut pas imaginer. Les gens gueuleraient en disant, bah non, la collecte des données est interdite. Finalement, en termes d'innovation, il y a plein de choses qui se feraient pas au Oui, final. je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais comme je vous ai dit, en fait, on est entre les deux, tu vois. Donc, je pense que tu as tout à fait, je pense que tu arrivé à un point important qui, justement, a été contesté en Europe. Donc, oui, je suis d'accord. Et justement, Maëlle, là, on a évoqué le sujet très brièvement, l'innovation, là. Est-ce que tu peux nous dire comment, selon toi, on peut mieux encadrer l'exploitation des données tout en préservant justement cette innovation qui est primordiale? Ben, je pense que euh, pour moi, en fait, il faut absolument pas interdire complètement la collecte des données. On est d'accord. Donc, forcément, on en a besoin, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je pense qu'il est préférable aujourd'hui de renforcer la transparence et le contrôle des utilisateurs. Et il y a quelques pistes d'amélioration, par exemple une transparence. Donc, toutes les applications doivent être beaucoup plus claires quand elles collectent et d'expliquer en fait pourquoi elles collectent. Je pense qu'en fait, une application, si je vais créer une application, je vais essayer d'être maximum transparent avec mes utilisateurs pour leur expliquer en fait si je collecte les données, bah, si je les collecte pour cette raison-là. Donc, je vais essayer de leur expliquer ça. Ensuite, la meilleure gestion des autorisations, comme il fait aujourd'hui Android et iOS, comme je vous ai expliqué déjà. Ça, c'est un grand progrès, en fait, j'imagine, parce que les utilisateurs, ils sont en capacité justement de enlever en fait les permissions à la géolocalisation s'ils le souhaitent. Et en fait, bien sûr, une régulation plus proactive, donc c'est-à-dire des audits réguliers, des sanctions plus fortes, pourquoi pas pour les entreprises qui ne respectent pas les règles. Comme soit, en fait, on a effectivement des entreprises qui respectent les règles et en fait, finalement, qui sont à l'abri et ils vont être beaucoup plus motivés d'être transparents et d'avoir une meilleure gestion des autorisations que les entreprises, en fait, comme LocateX, par exemple, qui vont forcément être sanctionnées parce qu'ils font des trucs complètement abusifs. Voilà, je pense. Est-ce que j'ai répondu à ta question, André? Oui, c'était parfait. Merci beaucoup, Mani. Et De bah, du rien. coup, on va peut-être passer aux chroniques et puis on va voir si je crois qu'on a encore On a au encore moins des une questions. question Oui, à poser à Mané, mais on va passer voire deux. aux chroniques si vous le voulez bien. Donc, on va commencer par Audrey. C'est ça même. Et donc, comme je fais l'ingénieur du son, je fais tout ici. Je fais pas le ménage, mais presque quand on quitte la salle de Club Sandwich, je balance le jingle. Attends, vous n'êtes pas ensemble? Non? Mais si, bien sûr que Je si, plaisante. Mané, enfin, il nous apporte des cafés, regarde. Ah non, non, j'imagine que vous êtes. Ah non, je pensais que vous étiez ensemble. Je pense que c'est Non, un non, vrai non, podcast. mais Oui. nous sommes un trouble très moderne, c'est moi qui fais le ménage. Euh, Ok. voilà. Allez, jingle d'Audrey. GABA fever. Vous remarquerez, chers auditeurs, que Lindia et Pierre racontent toujours des blagues avant ma chronique, toujours pour me mettre dans une bonne ambiance. Donc, merci. Comment rebondir après ça? Donc, en fait, juste pour, sans transition aucune, moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Vous m'avez, en fait, fait plusieurs retours durant la dernière saison suite aux histoires de recrutement que je vous racontais précédemment. Et apparemment, vous avez apprécié. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, je vous ai entendu.
Donc aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle saison pleine de ces histoires réelles qui, j'espère, vous apporteront encore plein de retours d'expérience et plein de conseils pratiques comme on les aime toujours au Legal Club Sandwich. Alors aujourd'hui, nouvelle saison, nouvelle personne, on va parler d'Antoine. Et comme vous le savez maintenant, Antoine, pardon, ne s'appelle pas vraiment Antoine, mais il existe vraiment. Alors, Antoine, c'est un directeur juridique qui est expérimenté, il est hyper opérationnel, il maîtrise très bien pas mal de sujets, les contrats, le corporate, le contentieux. On échange régulièrement, il a l'écoute du marché, mais jusqu'ici, voilà, j'ai pas de poste à lui proposer. Comme ça arrive, voilà, je n'ai pas tous les mandats de la Terre, il n'y a pas forcément le bon poste pour chaque personne. Un jour, j'ai un nouveau mandat qui, lui, par contre, correspond à Antoine. Le challenge, c'est de reprendre le flambeau après le départ d'un directeur juridique qui est en poste depuis 5 ans et qui a monté une équipe de 4 juristes. Il s'en va, il faut le remplacer. Donc, c'est un beau challenge dans le secteur des services et il y a un périmètre aussi France et international. Donc, je présente Antoine, mon client est OK pour le rencontrer, plusieurs rencontres sont prévues avec le directeur financier, avec le DRH, avec un directeur opérationnel, ce qui est une très bonne idée, je me permets de le dire au passage. Mais avant ça, on échange avec Antoine et je lui glisse un conseil essentiel. Je lui dis, arrête de dire que tu sais tout faire. Parce que ça, je sais que Pierre et Lydia, vous le savez, les personnes qui me disent qu'ils savent tout faire, sont généralistes, ça n'existe pas. Donc je lui dis ça, ce qu'il faisait auparavant. Voilà, donc personne ne sait tout faire. Ce qui compte surtout, c'est pas d'être expert en tout, mais d'être capable de comprendre, d'apprendre et s'entourer des bonnes personnes sur les sujets qu'on ne maîtrise pas. Et c'est OK. Donc, avec Antoine, on retravaille son discours avant l'entretien, on met en avant ses projets auxquels il a contribué, les domaines où il a une vraie expertise, là où il est à l'aise, et ceux sur lesquels il devra se former. Parce que l'honnêteté, ça paie. Il passe l'entretien, et ça n'a pas manqué, ça a marché. Je débriefe ensuite après les entretiens avec mon client, et je suis hyper contente parce que qu'est-ce qui a plu chez Antoine? C'est justement son honnêteté. Et surtout, un point très précis sur son parcours. Il a géré une liquidation de société. Alors, dit comme ça, c'est pas hyper glamour, mais pour mon client, c'est vraiment un gage de solidité. Et mon client, il s'est dit, si un jour on traverse une période difficile, ce candidat-là, cette personne-là, elle aura le recul nécessaire pour analyser la situation, pour pas paniquer forcément, un petit peu mais pas trop, comprendre les enjeux, prendre de la hauteur et surtout s'entourer des bonnes personnes, des bons experts. Voilà, Antoine, il n'a pas du tout caché ses difficultés, celles qu'il avait affrontées, il en a fait un atout. Et c'est précisément ce qui a fait la différence. Donc la morale de cette histoire, c'est surtout ne cherchez pas à être le candidat parfait, soyez le candidat honnête. Et admettre ses points faibles, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'incompétent. Au contraire, moi je trouve que ça prouve que vous savez où vous en êtes et comment progresser. Et ça, c'est hyper rassurant pour un employeur. Et je vais finir par une citation, parce que ça m'avait quand même manqué, ces citations. Aujourd'hui, je vais vous citer Winston Churchill, qui a dit, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. L'idée, évidemment, n'est pas de toujours se planter et d'avoir plein d'échecs, mais plutôt ça arrive, c'est la vie. On réfléchit, on prend du recul, on voit ce que ça nous a appris et on avance. Donc, vraiment, mon conseil là, c'est soyez transparent, mettez en avant vos expériences, même les plus difficiles, et vous verrez, ces expériences-là, même compliquées, elles pourraient bien devenir vos meilleurs arguments. Et maintenant, je te laisse la main, Pierre. J'adore, parce que j'adore à tout point de vue. D'abord parce que c'est passionnant. Deuxièmement parce que Audrey nous donne une leçon de brièveté dans les chroniques, puisque 4 minutes. c'était 4 minutes. Ce que je suis, comme vous le savez, si vous suivez depuis 10 saisons Club Sandwich, incapable de faire, et je me fais régulièrement tapoter les doigts avec. Mais je parle, j'aime là un petit peu comme ça. Mais c'est comme ça fait partie du Et, personnage. et Audrey nous montre l'exemple à Ah, tous. nous montre l'exemple, mais régulièrement. Et on est humble. On est petit devant Audrey. On est petit. Et Allez, c'est le tour de l'India. voilà. Et donc, voyons comment l'India se débrouille. C'est parti. Jingle l'India. Alors, ma chronique aujourd'hui, la voix, votre allié secrète en 3 points essentiels. Vous allez voir, plus qu'un simple moyen de communication, elle est le vecteur de votre persuasion, de votre charisme et de votre crédibilité. Alors, maîtriser sa voix, c'est maîtriser l'art de convaincre, d'inspirer confiance et de gagner sans doute pas mal de négociations. Ça, c'est pour nos amis juristes. Le point numéro 1, c'est le ton, la clé de voûte de votre message. Le ton,
Manet, c'est la couleur émotionnelle de votre voix. Il reflète votre attitude, votre conviction et votre engagement. Un ton monocorde, évidemment, plat, ennuyeux, vous perdez l'attention de votre auditoire en un clin d'œil. Au contraire, Audrey, un ton varié, dynamique et expressif captivera votre public et donnera du poids à vos arguments. Imaginez en fait que vous êtes un chef d'orchestre qui dirige votre voix. Utilisez des intonations ascendantes pour les questions, comme pour inviter au dialogue et à la réflexion. Est-il concevable, Manet, que nos données personnelles soient exploitées à notre insu? Descendez votre intonation pour les affirmations comme pour ancrer vos idées dans l'esprit de votre auditoire. Manet, il est évident que les utilisateurs ne lisent pas les conditions d'utilisation. Et surtout, n'oubliez pas les pauses. N'oubliez pas les pauses, elles sont essentielles pour laisser vos arguments résonner, souligner les points importants et permettre à votre public de les assimiler. Alors, un conseil, entraînez-vous à lire un texte, qu'il soit juridique ou non, ça peut être n'importe quel texte, en variant votre ton, Pierre. Exagérez les intonations, jouez avec les pauses, comme si vous racontiez une histoire captivante. Et puis évidemment, vous allez reprendre la lecture en cherchant un équilibre naturel et convaincant. Je parlais bien d'un exercice. Deuxième point, le rythme, Audrey, l'art de maintenir l'attention. Le rythme, c'est la danse de votre voix. Un discours monotone est un discours qui s'oublie. Au contraire, un rythme varié avec des accélérations, des ralentissements, des silences, ça maintient l'attention et puis ça dynamise également votre discours. Alors, des astuces, votre discours est comme une partition musicale. Il y a des moments forts, des moments plus calmes, des crescendo et des décrescendo. Ralentissez sur les points clés comme pour les savourer et leur donner plus de poids. Les preuves sont irréfutables. Accélérez sur les passages moins importants pour créer une dynamique et éviter de perdre l'attention de votre auditoire. Lors d'une négociation de contrat, au lieu de dire « nous souhaitons obtenir une clause de résiliation plus favorable », essayez « nous souhaitons une clause de résiliation favorable ». Prenez une phrase simple comme « le droit doit être respecté ». Répétez cette phrase en variant le rythme, lentement, rapidement, en marquant des pauses, en accélérant, en accentuant certains mots. Sentez comme le rythme change l'impact de votre message. Troisième point, l'intonation. C'est la couleur de vos émotions. C'est la musique de votre voix. Elle donne de la profondeur à vos propos. Elle exprime vos émotions et puis elle vous permet aussi de créer une véritable connexion avec votre auditoire. C'est un instrument aux multiples nuances, la voix. Utilisez des intonations interrogatives pour susciter la réflexion, l'engagement et le questionnement. Ne devons-nous pas nous interroger aujourd'hui sur la traçabilité, etc., etc. Employer des intonations exclamatives pour marquer l'enthousiasme, la surprise ou l'indignation, c'est inadmissible. Mais quelle injustice quand même! Enfin, optez pour des intonations affirmatives pour asseoir votre autorité, votre conviction et votre expertise. Je suis convaincue, Manet, que nous pouvons améliorer les choses. Les faits sont clairs, Audrey. Il faut juste qu'on en parle et qu'on les exprime. En conclusion, on y arrive. Libérez le pouvoir de votre voix. La maîtrise de votre voix, c'est un atout majeur pour tous, qu'ils soient avocats, juristes ou toute autre personne qui nous écoute, et vous êtes encore une fois les bienvenus. En travaillant votre ton, votre rythme, votre intonation, vous deviendrez un orateur convaincant, un négociateur hors pair et un leader inspirant. Merci Lindia, et ce qui est certain, c'est que tu as fait 4 minutes 56. Oui. Pas mal, c'est pas mal. Non, mais j'appliquais immédiatement. Non, c'est très bien, c'était super et c'est tellement vrai ce que tu dis, je te taquine. Et d'ailleurs, ceux qui rejoignent peut-être Legal Club Sandwich saison 10 pour la première fois, l'India organise des formations de prise de parole en public extraordinaires au Théâtre des Variétés, un théâtre sur les grands boulevards à Paris. Ça dure 2 jours. Je ne sais pas si Manet, tu l'avais pas fait, cette Non. formation.
t'as jamais eu l'occasion, c'est extraordinaire pour apprendre à prendre Audrey l'a fait, je l'ai faite. Alors évidemment, c'est la page publicité, hein, on est sponsorisé par l'India le Sauvage dans l'émission Le Club Sandwich. Parce que voilà, elle n'avait pas de données à vendre, mais bon, du coup, voilà, on a fait de la pub. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment une super formation et voilà un des trucs que vous apprendrez pendant cette formation. Et Donc juste, je me permets de rebondir, excuse-moi Pierre, je t'interromps, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué en écoutant, mais vous pourrez réécouter si vous écoutez en podcast ou sur YouTube. L'India avait exactement évidemment le bon ton et le bon rythme à chaque fois, évidemment, qu'elle nous expliquait quoi faire. C'était juste parfait. Quand tu accélérais, t'as accéléré. Quand il nous a dit le rythme. Et du coup, c'est vraiment une mise en pratique hyper intéressante d'écouter aussi ces conseils-là mis en pratique. Donc, je vous invite à reculer quelques minutes, de réécouter l'India. Et comme ça, vous pourrez encore plus mettre en pratique ces conseils. Merci beaucoup, Audrey. Je suis gâtée pour cette première émission. on est comme ça, on est comme ça. Alors est-ce que vous avez Audrey Olindia une dernière question? Peut-être je fais attention à l'heure hein, pour Manet. Oui, tout à fait, Pierre. Moi, j'avais une question, alors même deux questions. On va voir si on a le temps. Mané, quel rôle joue la conformité produit en fait Bah, je pense que c'est ma question dans cet vraiment écosystème? préférée. Ça, on n'en a pas parlé et je pense que Oui, peut-être nous éclairer un peu. exactement. C'est en fait, comme je t'ai dit, en fait, c'est vraiment ma question préférée. Parce que en fait, je me bats toujours en fait justement pour créer le poste de product compliance ou le responsable de conformité de produit. Je pense que c'est un acteur clé dans l'encadrement de l'utilisation des données. Et je pense qu'il a un rôle qui est assez large. Et c'est de ça, donc s'assurer que les données collectées sont bien documentées et justifiées. Ensuite, vérifier en fait tous les contrats avec le juriste et entre les partenaires, et si les partenaires effectivement respectent les réglementations. Aussi, mettre en place des audits réguliers pour éviter les dérives, sensibiliser les équipes internes sur l'importance de la protection des données. C'est vraiment en fait un rôle qui me tient à cœur et que je pense qu'il est vraiment important pour chaque entreprise tech d'avoir en fait justement ce rôle au sein de leur équipe. Non, mais le rôle de Product Compliance, ça fait 10 ans, un peu plus qu'il existe aux États-Unis et on Tout à fait. commence à le voir de plus en plus arriver. Enfin, ça, je parle sous le contrôle d'Audrey, hein, qui doit avoir les postes, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas toujours eu et que c'est en train d'arriver de plus en plus et c'est essentiel. Et ça, en fait, on peut être très flexible en fait de qui peut être cette personne qui va s'occuper des responsables de conformité. Même si je suis juriste, je serais content que ça un juriste, mais pas forcément. C'est quelqu'un qui était, qui est plus produit ou quelqu'un en fait dans l'équipe produit qui a un peu sensibilité sur la conformité de produit. Pourquoi pas? On ne savait pas forcément élargir en fait une équipe juridique pour avoir une grosse équipe juridique. Mais je pense que c'est un rôle qui est vraiment important parce que c'est un rôle, c'est soit un juriste qui a des bonnes connaissances tech et des réflexes tech, soit quelqu'un qui est plus tech et produit et qui a plus sensibilité juridique. Donc tout est possible. Mais il faut le créer. Je pense que c'est vraiment une nécessité aujourd'hui. Merci Mané. Et moi, j'ai une question à te poser aussi, juste pour conclure, comme on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un dernier mot, parce qu'on te sent extrêmement passionné, tu nous as donné plein de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment faire passer encore auprès des Oui, auditeurs? exactement. Pour moi, en fait, le message que je veux vraiment passer, je vais être vraiment court, c'est ne tomber jamais dans la diabolisation de la collecte des données. Donc, comme vous savez, vous utilisez vos applications mobiles, vous savez que certaines jouent un rôle fondamental dans votre vie quotidienne. Et je pense que leur modèle économique, forcément, repose sur un équilibre entre innovation et le respect de la vie privée. Donc, à partir du moment où je pense qu'on doit avoir une approche plus équilibrée, comprendre un petit peu l'utilisation de l'app, pourquoi on l'utilise, avoir plus de transparence dans l'utilisation, plus de contrôle pour les utilisateurs et bien sûr plus de responsabilité de la part des entreprises. Mais je pense qu'en fait, et ça, je vais vraiment finir avec ça, ne tombez pas dans la piège de diabolisation. Si vous lisez en fait un article qui parle très mal sur la collecte des données, bah, je pense qu'en fait, il faut avoir pas mal de réserves. Donc, faites On attention t'appelle. et n'hésitez pas Merci. à m'appeler si vous avez si vous avez des problèmes, si vous avez des astuces, si vous avez besoin des astuces pour régler en fait un certain nombre de problèmes qui touchent au vie privé et l'utilisation d'app. Super. Super. Merci Mané. Merci. Merci. Alors Mané, je crois que c'était excusez-moi parce que j'ai la mascotte du Club Sandwich qui est en train à côté de moi de demander, tu veux dire bonjour, tu montes? Non? Bon, c'est Mouchka, mon chien, mon Golden Retriever, qui s'agite à côté de moi. Mais Mané, je crois que c'était ton premier podcast ever en 17 ans de carrière. Ah oui, Pierre. Alors, ça s'est bien passé? Ben, je sais pas, il faut que je me voie en fait d'abord. Je ne sais pas si je vais me regarder à quel point j'étais nerveux
Mais bon, c'était Pas du cool. tout. C'était Et, parfait. C'est très et pour bien. nos auditeurs, parce que tu as un très léger accent, tu peux nous rappeler d'où tu viens? Oui, je suis serbe, comme tu le sais, Oui. Pierre. Je le sais, mais je préfère que tu le dises toi. Oui, je suis serbe, serbe. Avec un français absolument parfait. Je suis enfin, oui, naturalisé français, bien sûr. Voilà. Donc merci Mané vraiment d'avoir pris le Merci à temps de vous. venir parler de ce sujet pas facile, mais et venir Nous et éclairer. surtout représenter MyTraffic qui vraiment semble être un acteur qui fait les choses bien. Donc c'est toujours bien de prendre le temps de le souligner. Voilà. Et puis bah écoutez, c'était donc le premier épisode de la saison 10 de Legal Club Sandwich. On va se retrouver dans 15 jours avec des nouveaux invités. Mais quoi, je gère mon chien, je vois, il est mort de rire, l'India. Vous l'entendez peut-être, il est en train de faire des bruits. Il n'y a pas de Alors, je sais pas, parce que problème, j'ai un Pierre. nouveau micro, alors peut-être qu'on entend mon chien, je ne sais pas. Mais en tout cas, on se retrouve dans 15 jours avec, pour une prochaine émission. Et bah, du coup, je vais lancer le jingle. OK. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Merci à à tous. tous. Merci Mané. Au revoir. See the money won't stay. Feel